Je m'appelle Mason, j'ai 29 ans. Je dirige ma propre entreprise d'électricité depuis environ 5 ans. Rien de bien luxueux, mais ça me permet de payer les factures, et même plus. J'ai ma propre maison, un modeste 3 pièces dans un quartier sympa. Je bosse dur, je m'occupe de mes affaires, tout ça. Il y a environ 2 ans, j'étais à une fête quand j'ai repéré Eliana. Elle a 28 ans, blonde, un sourire craquant, et elle riait d'une remarque de son amie. Ce n'était pas seulement qu'elle était attirante. Il y avait plein de femmes attirantes à cette fête. C'était son air sincèrement heureux, sans faire de la publicité pour les réseaux sociaux ni chercher à impressionner qui que ce soit. C'est ce qui la rendait unique. On a fini par discuter près du comptoir de la cuisine pendant environ 2 heures. J'ai découvert qu'elle faisait des ongles dans un salon haut de gamme appelé Divine Digit, ou un nom un peu bourgeois du genre. Le genre d'endroit où les riches femmes de banlieue paient $80 pour se faire peindre des petites fleurs sur les ongles. Ce que j'aimais chez Eliana, c'est qu'elle ne faisait pas de bêtises quand je lui expliquais mon métier. Vous seriez surpris de voir combien de femmes ont le regard vitreux quand on parle d'électricien au lieu de responsable marketing ou d'un quelconque emploi de bureau, mais elle semblait réellement intéressée. On m'a interrogé sur l'entreprise, si j'aimais travailler à mon compte. Pas de faux intérêts non plus. Elle était sincèrement curieuse. Un soir, après quelques mois de relation, elle m'a demandé, « Alors, Mason, qu'est-ce qui est le plus difficile dans la gestion de sa propre entreprise ?» J'ai haussé les épaules. Franchement, la paperasse et la course aux acomptes, le plus amusant, c'est les travaux d'électricité. Elle a ri. J'aime ça. La plupart des gens de mon âge n'auraient aucune idée de ce que c'est que ce genre de choses. Après environ 8 mois de relation, il était logique qu'elle emménage. Son bail arrivait à échéance, et de toute façon, elle vivait pratiquement chez moi. La plupart de ses affaires étaient déjà là. Voilà où j'aurais probablement dû prêter plus d'attention aux détails, mais avec le recul, on est en 2020, non? Quand je dis qu'elle a emménagé, je veux dire qu'elle est arrivée avec 2 valises de vêtements, quelques coussins décoratifs, des bougies parfumées et 3 plantes d'intérieur. C'est tout. Mon appartement était déjà entièrement meublé, car j'y vivais depuis 3 ans. J'avais passé des années à tout aménager comme je le voulais. Donc, en gros, elle a emménagé dans une maison entièrement meublée et a apporté quelques coussins. À l'époque, j'ai trouvé ça adorable qu'elle ajoute ces petites touches, les coussins, les bougies, les plantes, comme si elle essayait de créer un espace. Avec le recul, ça aurait dû être le signal d'alarme numéro 1. Elle était habituée à ce que d'autres fournissent tout pendant qu'elle vivait. La première année et demie de vie commune a été plutôt solide. Certes, nous avions les trucs habituels de couple. Elle laissait la vaisselle dans l'évier plus longtemps que je ne le souhaitais, et j'oubliais de baisser la lunette des toilettes. Des choses normales dans une relation. Rien qui me fasse douter de notre compatibilité. Elle n'était pas vraiment ce qu'on appelle une femme au foyer, pourtant. Je rentrais de chantier et trouvais l'endroit comme s'il avait été frappé par une tornade. Des couvertures par terre, des tasses vides partout, des miettes sur le canapé. Mais je me suis dit, tiens, on travaille tous les deux, non? Je ne voulais pas être ce type qui fait des histoires sur le ménage. Alors, j'ai commencé à faire la plupart des repas. Non pas parce que je voulais être chef, mais parce que sinon, on se nourrirait de plats taillés à emporter et de pâtes trop cuites. Je me souviens encore d'un soir où je suis rentré et où je l'ai surprise en train de gratter du fromage brûlé au fond d'un plat à four. Elle m'a regardé et m'a dit, « Chérie, tu savais qu'il faut d'abord faire bouillir les nouilles pour les lasagnes. » J'ai ri et je nous ai préparé des croque-monsieur. Même chose pour le ménage. Je finissais par faire la vaisselle, la lessive, la salle de bain, presque tout. Ça ne me dérangeait pas vraiment au début. J'ai toujours eu l'habitude de prendre soin de mon espace, et je ne voulais pas la stresser en la harcelant pour des choses ménagères. De plus, elle travaillait à temps plein. Il me semblait donc juste que je prenne le relais à la maison. Mais le pire, c'est que chaque fois que je lui suggérais gentiment de m'aider un peu plus à la maison, elle faisait comme si je lui demandais de construire une fusée. Un soir, je lui ai dit, « Dis-moi, tu pourrais peut-être commencer la lessive demain pendant que je suis à ce travail à Millbrook ?» Elle a soupiré et s'est affalée sur le canapé, télécommande à la main. Mason, je traverse une période très difficile en ce moment. Je dois me concentrer sur ma santé mentale. Une autre fois. Après avoir passé tout mon samedi à nettoyer le jardin, je lui ai demandé, « Tu pourrais peut-être t'occuper de la salle de bain ce week-end ? Je croyais que tu voulais que je m'occupe de moi d'abord,
a-t-elle dit sans même lever les yeux de son téléphone. Prendre soin d'elle, apparemment, signifiait ne rien faire de productif pendant que je m'occupais de tout le reste. Et je dis bien tout. Cuisiner, faire le ménage, la lessive, jardiner, payer toutes les factures, entretenir la maison. Je gérais une maison entière tandis qu'elle considérait la maison comme son lieu de villégiature. Avec le recul, je me rends compte qu'elle testait déjà les limites, cherchant jusqu'où elle pouvait aller sans que je dise quoi que ce soit. Jusqu'où je pouvais aller pour elle alors qu'elle contribuait au strict minimum. Mais à l'époque, je pensais juste être un bon petit ami, encourageant et patient. Puis, il y a environ 3 mois, tout a changé. Et Léliana a décidé qu'elle avait besoin d'une pause. Comme ça, sans prévenir, elle a annoncé à sa patronne du salon qu'elle prenait un congé indéterminé pour se ressourcer et explorer de nouvelles opportunités. Je me souviens l'avoir regardée en clignant des yeux de l'autre côté de la table. L'indéterminé, ai-je demandé. Ouais, a-t-elle répondu, comme si de rien n'était. Il faut que je prenne du recul et que je trouve ce qui m'inspire vraiment. Je pensais qu'elle parlait d'une semaine ou 2, peut-être d'un mois tout au plus. Tout le monde a besoin d'une pause de temps en temps, non? Le métier de coiffeur peut être épuisant, avec des clients exigeants toute la journée, des heures debout, les odeurs chimiques de tous les produits. Je me suis dit qu'elle décompresserait un peu avant de s'y remettre. 3 mois plus tard, elle est toujours en congé sabbatique magique. Et laissez-moi vous dire qu'elle est vraiment attachée à ce mode de vie de pause. On parle de dormir jusqu'à midi tous les jours, de passer des après-midi entiers à regarder des émissions de télé-réalité en boucle, à scruter TikTok et Instagram comme si c'était son travail à temps plein. Sa recherche d'emploi était la pire des blagues. Et j'utilise le terme « recherche d'emploi » ici au sens large, car en réalité, elle parcourait les offres d'emploi environ 1 heure par semaine, puis cherchait des raisons pour lesquelles chaque poste ne lui convenait pas, celui-ci est trop loin de chez elle, a-t-elle dit un jour à propos d'un salon qui était à seulement 15 minutes. Une autre fois, elle en a ignoré un et a murmuré, ce n'est pas assez bien payé pour un poste qui offrait plus que ce qu'elle gagnait à son ancien emploi. Les avis en ligne sont exécrables, a-t-elle affirmé, faisant référence à un salon 4 étoiles et un mur couvert de récompenses. Ou, mon préféré, elle a trouvé un emploi dans un salon vraiment sympa du centre-ville. Meilleur emplacement, meilleure clientèle, possibilité de louer des fauteuils, ce qui lui a rapporté plus d'argent. Tu ne postules pas pour celle-là? Ai-je demandé, sincèrement perplexe. Elle a secoué la tête. Ils exigent des horaires le samedi. Et j'ai insisté. Elle m'a regardé comme si j'avais raté quelque chose d'évident. Le week-end, c'est notre temps ensemble. Notre temps ensemble, qui consistait apparemment à faire des corvées pendant qu'elle regardait la télé et commentait de temps en temps les tenues de certaines influenceuses. Pendant ce temps, je fais des extras pour couvrir sa part de dépenses. J'ai commencé à accepter des petits boulots le week-end quand je pouvais en avoir. J'ai dit oui à ces appels d'urgence qui arrivent à des heures bizarres. Panneau cassé dans un entrepôt, panne soudaine dans un appartement en location, peu importe. En gros, tout pour gagner plus d'argent. J'étais tout le temps épuisé, mais je me répétais que c'était temporaire. C'est ce que font les couples, non? Se soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Le plus embêtant, c'est qu'elle agissait comme si tout cela était parfaitement normal. Ne m'a jamais remercié de couvrir ses dépenses. Ne m'a jamais reconnu que je faisais tout à la maison. Au contraire, elle semblait penser que je devrais être reconnaissante qu'elle me laisse m'occuper d'elle. Je rentrais vers 19 heures, couvert de poussière et de débris de fils électriques, le dos douloureux à force de ramper dans les greniers ou sous les maisons. Et elle était là, campée sur mon canapé, à l'endroit même où je l'avais laissée ce matin-là. Mais dis donc, ma belle, comment c'était le travail, demandait-elle, sans même lever les yeux de son téléphone, comme si elle me rendait un immense service en reconnaissant mon existence. Et quand je laissais entendre qu'il était peut-être temps de chercher du travail plus sérieusement, elle me retournait la balle. Chaque fois que je pensais que tu voulais mon bonheur, elle me répondait avec ce regard blessé, comme si je venais de lui donner un coup de pied au cou ou qu'elle me manipulait comme un chien. Tu veux que j'accepte n'importe quel travail et que je sois malheureuse? C'est ça qui te rendrait heureuse? Non, Léliana. Ce qui me rendrait heureuse, c'est que tu contribues à cette relation, littéralement, à autre chose qu'à prendre de la place sur mon canapé. Mais je ne l'ai pas dit. Pas sur le moment. Je me répétais juste que c'était temporaire. Qu'elle finirait par s'ennuyer. Je ne voulais rien faire et retourner au travail.
Elle traversait une période difficile et avait besoin de mon soutien pour la surmonter. Mais c'est devenu bien pire. Le 28e anniversaire d'Eleliana approchait fin septembre, et depuis des semaines, elle laissait entendre qu'elle voulait faire quelque chose de vraiment spécial cette année, pas juste un dîner au cinéma ou une célébration discrète. Elle voulait une grande fête, avec des amis, de la famille, des décorations, tout le tralala. D'habitude, je ne suis pas très doué pour organiser des fêtes. Je suis plutôt du genre à griller des hamburgers et à regarder le match. Mais je me suis dit qu'après 3 mois à la soutenir pendant qu'elle vivait comme une reine, une belle fête d'anniversaire lui rappellerait peut-être ce que nous avions vécu ensemble, lui montrerait que je tenais à son bonheur. De plus, elle était assez déprimée par sa situation professionnelle, ou du moins faisait semblant de l'être. Alors, je me suis dit que ça pourrait lui remonter le moral. Grosse erreur. J'ai décidé de tout donner. J'ai pris un vendredi de congé, ce qui signifiait une perte de salaire, mais peu importe. J'ai commencé à planifier. C'était comme si j'organisais un événement d'entreprise. On parle d'une vraie production, pas d'une réunion bâclée. J'ai conçu et imprimé des invitations personnalisées pour 30 invités. J'ai décoré la pièce avec ses couleurs préférées, rose doré et blanc, avec des ballons et un fond photo. J'ai dépensé $400 rien qu'en décoration. J'ai engagé son traiteur méditerranéen préféré, pour près de $800. J'ai même fait venir un barman professionnel avec une installation complète pour $300, sans compter l'alcool que j'ai acheté séparément. Je voulais que tout soit parfait. J'ai même invité des personnes que je n'appréciais pas parce qu'elles comptaient pour elle. Le plus difficile, c'était son cadeau d'anniversaire. Elle parlait depuis des mois de vouloir redécorer notre chambre, disant qu'elle était trop masculine et qu'elle avait besoin de plus d'énergie féminine, etc. J'ai donc trouvé une artiste locale sur Instagram qui fait des peintures sur mesure et j'ai commandé une œuvre spécialement pour le dessus de notre lit. Je lui ai montré des photos d'Eleliana, je lui ai parlé de son style, de ses couleurs préférées et de l'ambiance qu'elle recherchait. L'artiste a créé cette magnifique œuvre abstraite avec des fleurs et des touches dorées qui ressemblaient à quelque chose. On pourrait le voir dans un hôtel chic. Ça m'a coûté $800 et il m'a fallu 2 semaines pour le réaliser, mais c'était exactement ce qu'Eleliana avait décrit. Le jour de la fête, j'ai couru partout comme une folle pour tout préparer. J'ai commencé à 7 heures du matin à déplacer les meubles pour libérer de l'espace dans le salon et la cuisine. J'ai installé le bar sur ma terrasse arrière. J'ai disposé toutes les décorations. Je me suis assuré que la playlist soit un mix parfait de ses chansons préférées et de tout ce qui maintiendrait l'ambiance de la fête. Le traiteur est arrivé à 16 heures pour tout installer. Le barman est arrivé à 17 heures pour préparer son poste. À 18 heures, ma maison semblait tout droit sortie d'un magazine. Je parle d'une installation de fête de niveau professionnel qui m'a probablement coûté près de $2500 au total, tout compris. Eleliana a passé la majeure partie de la journée dans son ancien salon à se faire chouchouter. Coiffure, maquillage, manucure, tout le tralala, que j'ai payé, évidemment, parce que $200 de plus en plus, c'est pas grave. Elle était absolument magnifique. Quand elle est rentrée vers 17h30, pendant un instant, je me suis senti vraiment bien. Comme si ça valait peut-être le coup. La fête a officiellement commencé à 19h. Et franchement, ça s'est super bien passé. Tout le monde était là. Les gens étaient ravis de l'organisation. La nourriture était incroyable. Le barman était au top avec les boissons. Eleliana était dans son élément, prenant des photos toutes les 5 minutes, publiant des stories Instagram, jouant la parfaite fêtarde, reconnaissante et surprise partout. J'étais vraiment fier de moi. Les gens n'arrêtaient pas de venir me voir en me disant « Mec, tu t'es vraiment surpassé ». Et Eleliana a tellement de chance d'avoir quelqu'un qui fait tout ça pour elle. Même sa mère, qui me traite habituellement comme si je n'étais pas assez bien pour sa chère fille, était gentille et me remerciait d'avoir rendu cette journée spéciale. Puis, vers 22h, je suis allé chercher de la glace dans le congélateur de la cuisine. Les traiteurs avaient presque tout utilisé, et le barman commençait à en manquer. C'est là que j'ai appris. Des voix s'élevaient de la chambre d'amis au bout du couloir. La porte était entr'ouverte, et j'entendais des voix féminines parler. Je n'essayais pas de me détendre. Je passais juste avec un sac de glace quand j'ai entendu mon nom. Alors, naturellement, je me suis arrêté pour écouter. Écoutez, je ne l'ai pas fait. C'était Eleliana qui parlait à sa cousine, Gianna. Elles sont super proches, elles se parlent comme tous les jours,
et Gianna connaît son affaire. Je les entendais clairement à travers la porte entr'ouverte. Cette fête est absolument incroyable, disait Gianna. Je n'arrive pas à croire que Mason ait organisé tout ça tout seul. La décoration, le traiteur, la peinture, tout est parfait. Et c'est là qu'Eliana a prononcé les mots qui ont mis fin à notre relation en une dizaine de secondes. Oui, Mason est sympa, tout ça, a-t-elle dit. Mais il est juste temporaire, tu sais, en attendant que je trouve quelqu'un de mieux. Ce n'est pas vraiment le genre de gars avec qui on voit un avenir. Je me suis littéralement figé dans le couloir, ce sac de glace à la main. Je suis resté planté là, comme une statue, pendant que ma copine discutait nonchalamment de ma date d'expiration à la fête d'anniversaire que j'avais organisée et payée toute seule chez moi. Gianna a ri, pas d'un rire choqué, mais d'un rire amusé du genre « Oh, Eliana, te revoilà ». Puis elle a dit quelque chose comme « Au moins, il te traite bien pendant que tu réfléchis ». Oh, absolument. Eliana a répondu « Il est parfait pour l'instant. Il s'occupe de tout. Il ne me met pas la pression pour le travail. Il me laisse me concentrer sur moi. Mais à long terme, j'ai besoin de quelqu'un de plus ambitieux, quelqu'un qui va loin. » Et puis ils ont commencé à parler d'un certain Derek qui lui avait envoyé des messages privés sur Instagram. Apparemment, il travaille dans la finance, conduit une BMW et a un appartement en centre-ville. Il riait de ses messages et de ses nombreuses invitations. « Tu vas le voir ?» a demandé Gianna. « Peut-être, » a répondu Eliana après que j'ai trouvé ma stratégie de sortie avec Mason. Enfin, je n'ai pas vraiment les moyens d'avoir mon propre appartement en ce moment, et il a été tellement gentil avec moi pour tout. Je n'en pouvais plus. Je suis retourné à la cuisine, j'ai mis de la glace dans la glacière et j'ai passé le reste de la soirée à jouer les hôtesses parfaites pendant que mon monde s'écroulait. Elle souriait quand on me parlait, répondait comme il se devait, faisait comme si tout allait bien tout en planifiant intérieurement son départ. Le plus fou, c'était de l'observer toute la soirée, sachant ce que je venais d'entendre. Elle était tout contre moi, me remerciant d'avoir rendu son anniversaire si spécial, publiant des photos de couple avec elle. Des légendes sur le fait d'avoir le petit ami le plus incroyable du monde, de prendre des selfies avec la peinture personnalisée, de la montrer à tout le monde comme si elle était touchée par ce cadeau attentionné. Pendant ce temps, je suis là, sachant qu'elle me voit comme une commodité temporaire en attendant de pouvoir passer à quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus ambitieux que celui qui possède sa propre entreprise et sa maison et qui vient de dépenser 2500 $ pour sa fête d'anniversaire. La fête s'est terminée vers minuit. Ses amis me prenaient tous dans leurs bras pour me dire au revoir, me disant que j'avais fait du bon travail, que j'avais de la chance de m'avoir. Si seulement ils savaient ce qu'elle en pensait vraiment. On a fait un peu de ménage avant d'aller se coucher. Je lui ai dit qu'on pourrait s'occuper du désordre demain matin, car elle était fatiguée par toute cette excitation. Elle n'arrêtait pas de me dire que tout était parfait, qu'elle n'arrivait pas à croire que j'avais fait tout ça pour elle, combien elle m'aimait. J'ai juste hoché la tête et souri, complètement scruté, car dans ma tête, j'étais déjà en train de planifier sa stratégie de sortie, la même dont elle avait discuté avec Gianna pendant que je préparais de la glace pour la fête que je lui avais organisée. Le plus drôle, c'est que écouter aux portes, parfois on entend exactement ce que quelqu'un pense vraiment de nous. Et une fois qu'on l'a entendu, on ne peut plus l'oublier. Je suis resté calme et j'ai préparé un plan. Le lendemain matin, samedi, Eliana s'est réveillée vers 11h, encore sous le choc de la fête. Elle n'arrêtait pas de me dire que tout était génial, me montrant toutes les photos et vidéos postées, lisant les commentaires sur le petit ami génial que j'étais. L'ironie était incroyable. Vers midi, elle a annoncé ses plans pour la journée. Naomi et moi, on sort pour notre 2e anniversaire, a-t-elle dit en attachant ses cheveux dans ce chignon décoiffé qu'elle trouve naturellement mignon. Brunch en ville, puis shopping. Peut-être quelques bars plus tard. Ça ne te dérange pas, ma puce ? C'est un peu le genre de journée entre filles. Naomi, sa meilleure amie, celle qui autorise tous ses pires comportements et qui était probablement au courant de l'affaire Derek. Elles allaient passer la journée à bavarder sur les mecs et à dépenser de l'argent qu'elles n'avaient pas gagné pendant que je restais à la maison comme une bonne copine. Petit fournisseur. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Amuse-toi bien. Tu es le meilleur. Elle a dit en m'embrassant pour me dire au revoir. Je t'aime. Dès que sa voiture a quitté mon allée, j'ai appelé mon chef d'équipe. Dis donc, je prends un jour de congé. Puis je me suis mis au travail sur ce que j'appelle l'opération nouveau départ.
La première chose que j'ai faite a été de ramasser tous les cartons vides que j'ai pu trouver dans le garage. Il m'en restait un paquet depuis mon emménagement il y a 3 ans, plus des cartons de livraison Amazon que je voulais recycler. Il s'est avéré que j'en avais besoin de bien plus que prévu. Alors je suis allé chez UO et j'ai acheté une vingtaine de cartons de déménagement de différentes tailles. Puis j'ai fouillé la maison systématiquement, pièce par pièce, en emballant tout ce qui lui appartenait. Et je dis bien tout. Vêtements, chaussures, bijoux, produits de toilette, maquillage, produits capillaires, ces stupides coussins décoratifs, les bougies parfumées, ces plantes d'intérieur, tout. Vous n'imaginez pas tout ce qu'elle avait accumulé chez moi en 1 an et demi. Sa collection de maquillage à elle seule remplissait 2 cartons entiers. On parle de produits valant des centaines de dollars éparpillés sur le comptoir de ma salle de bain, comme si elle y avait élu domicile. Fond de teint, anti-cerne, 17 rouges à lèvres différents, palette de fard à paupières, pinceaux, des outils que je n'arrivais même pas à identifier. C'était comme vider un stock Sephora. J'ai trouvé des trucs que j'avais oubliés. Un tapis de yoga jamais déroulé, un presse-agrumes encore dans sa boîte après un pot de sport qui avait duré exactement 3 jours. Des livres qu'elle avait achetés pour se soigner mais jamais ouverts. Un tiroir plein de bijoux, dont des pièces que je lui avais offertes pour diverses occasions. Je n'étais pas rancunière. Je n'ai rien jeté ni abîmé ses affaires. J'ai juste tout emballé soigneusement et proprement. J'ai étiqueté chaque boîte avec ce qu'elle contenait. Maquillage et Leliana, vêtements et Leliana, chaussures et Leliana, ce genre de choses. En fait, j'étais plus organisé qu'elle ne l'avait jamais été avec ses propres affaires. Le processus a duré environ 4 heures. À 16 heures, j'avais tout emballé et prêt à partir. 15 cartons au total, soigneusement empilés devant la porte d'entrée. Puis j'ai fait un dernier tour de la maison pour m'assurer de n'avoir rien oublié. C'était bizarre de voir ses affaires partout. Le plan de travail de la salle de bain était vide. Le placard avait retrouvé sa place. La chambre n'était pas encombrée de ses vêtements pour la première fois depuis des mois. Ma maison ressemblait à nouveau à la mienne. Pendant que je faisais mes cartons, je réfléchissais à ce que j'allais faire du tableau personnalisé que j'avais commandé pour son anniversaire. Cette œuvre d'art à 800 $ accrochée au-dessus de notre lit qu'elle avait montré à tout le monde à la fête tout en prévoyant secrètement de me larguer pour un peu d'argent. Mon pote, j'ai décidé de la laisser en place pour l'instant. En partie parce que je l'avais payée, mais surtout parce que je voulais qu'elle la voie à son retour. Je voulais qu'elle se souvienne que pendant qu'elle me traitait de temporaire, je dépensais mon argent durement gagné pour la rendre heureuse. Voilà le problème avec ce genre de situation, la plupart des mecs lui auraient envoyé des SMS furieux, auraient fait exploser son téléphone, et l'auraient peut-être même retrouvée dans le bar où elle était allée. Je suis obligé de la confronter en public. C'est exactement ce à quoi quelqu'un comme Leliana s'attendrait. Drame, émotion, supplication, dispute. Mais je ne suis pas comme la plupart des hommes. Je suis à mon compte, ce qui signifie que je gère les problèmes avec professionnalisme et efficacité. Lorsqu'un client ne paie pas sa facture, je ne discute pas avec lui. J'arrête simplement de fournir mes services. Quand un équipement tombe en panne, je ne m'en fais pas. Je le remplace et je passe à autre chose. Ce n'était qu'une autre décision professionnelle. Et Leliana m'avait clairement fait comprendre que j'étais une solution temporaire en attendant de trouver mieux. Eh bien, félicitations. Son arrangement temporaire était officiellement terminé. Vers 18 h, je me suis demandé à quelle heure elle rentrerait. Une partie de moi était curieuse de voir sa réaction, mais je voulais surtout en finir avec cette conversation pour pouvoir continuer ma vie. Et Leliana est arrivée vers 20 h. J'ai entendu sa voiture dans l'allée, puis le tintement des clés à la porte d'entrée. Il y a eu un silence, puis sa voix, sèche et confuse. Pourquoi y a-t-il des cartons partout? Je suis resté sur le canapé, sans même lever les yeux de la télé. C'est tes affaires, ai-je dit d'un ton neutre. Il y a eu un silence, puis des pas rapides. Elle est entrée dans la pièce comme si elle essayait d'attraper un mensonge avant qu'il ne tombe. Quoi? Pourquoi c'est plein à craquer? Tu es fâché que je sois sorti aujourd'hui ou quoi? Demanda-t-elle, debout devant moi comme si je parlais dans une autre langue. Sa voix s'est brisée un peu. Ce ton faussement doux qu'elle utilisait quand elle ne se rendait pas compte des ennuis qu'elle avait. C'est là que j'ai lâché prise. J'ai entendu ce que tu as dit à Gianna. Son visage, mec. Elle est passée de la confusion au blanc livide, puis à la panique totale en quelques secondes.
J'ai vu son cerveau se brouiller. Attends, quoi? Ce n'était pas, je ne le pensais pas comme ça. C'était juste des conversations de filles. Gianna fait toujours ressortir le pire en moi. Sa voix s'est accélérée comme si elle essayait d'échapper à la vérité. Tu as dit que j'étais temporaire. J'ai fait une incartade chez moi à la fête que j'avais organisée et payée, tout en portant le collier que je t'avais offert. Elle s'est recroquevillée sur son siège comme si chaque mot était un clou de plus. Puis les larmes ont commencé à couler. Je t'aime, Mason. Je te jure que je t'aime. Parfois, je suis juste complexé et je dis des bêtises. Je ne pensais rien de tout ça. Promis. Il y a 6 mois, j'aurais probablement cru à ça. Je me serais assis avec elle, j'aurais discuté, je me serais convaincu qu'on pourrait passer outre. Mais pas maintenant. Je ne donnais pas de seconde chance. Et quand le robinet a cessé de fonctionner, j'ai tout de suite compris. Waouh, tu es vraiment autoritaire en ce moment. C'est une réaction tellement excessive. Tu cherches juste une excuse pour rompre avec moi? Puis sont arrivées les menaces. Tu ne peux pas me mettre dehors comme ça. J'habite ici aussi. C'est là que je l'ai enfin regardé droit dans les yeux. Non, tu n'as pas besoin de me mettre à la porte. Mon nom est sur l'acte de propriété. L'hypothèque est remboursée. Tu n'es pas locataire, Eliana. Tu as été une invitée, et les invités ne reçoivent rien quand ils abusent de leur hospitalité. Et d'un seul coup, son visage m'a dit qu'elle savait que c'était fini. La réalité l'a rattrapée d'un coup. Elle était tellement à l'aise dans son environnement qu'elle avait oublié qu'elle n'avait aucun droit d'être ici. Puis est arrivée la phase de négociation. Je vais trouver un travail immédiatement. Je te le jure. Je vais changer. Donne-moi juste une autre chance. Mason, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je t'aime. Comme ça ne m'a pas touché, elle a pété les plombs. Les larmes se sont transformées en cris. Les accusations. Elle a menacé de se suicider si je la mettais dehors. Elle a dit que je l'abandonnais. Elle a dit que j'étais cruel. Le manuel de manipulation émotionnelle a été complètement épuisé en une vingtaine de minutes. Je lui ai donné jusqu'à 21h pour charger et partir, sinon tout allait partir. C'est là que le vrai problème est apparu. Elle m'a traité de sans cœur. Elle a dit que je regretterais cette décision. Elle m'a dit que je ne trouverais jamais quelqu'un d'aussi bien qu'elle. Le masque est tombé et j'ai pu voir qui elle était vraiment sous ses airs de petite amie adorable. Elle a chargé sa voiture d'autant de cartons qu'elle pouvait en contenir, en me maudissant tout le temps. Elle a dû faire 3 voyages distincts, car apparemment, quelqu'un qui ne travaille pas accumule beaucoup de biens. À chaque retour, sa colère montait, réalisant probablement que c'était vraiment en train de se passer. Son voyage gratuit était officiellement terminé. Le plus drôle, c'était de la regarder. Essayer de comprendre la logistique en temps réel. Où allait-elle aller? Chez ses parents, c'était loin, et elle avait coupé les ponts avec la plupart de ses amis en empruntant de l'argent qu'elle ne remboursait jamais. La réalité d'être une femme de 28 ans sans emploi, sans économie et sans plan de secours la frappait de plein fouet. Lors du 2e voyage, elle a tenté une autre approche. Elle a commencé à me parler de la qualité de notre relation. De tous les souvenirs que nous avions créés, de la façon dont nous pourrions surmonter tout ça si je me calmais et réfléchissais rationnellement, comme si c'était moi qui étais irrationnel de ne pas vouloir sortir avec quelqu'un qui me voyait comme un remplaçant temporaire. Au moment où elle chargeait les derniers cartons, la colère s'était transformée en un étrange mélange d'acceptation et de ressentiment. Elle n'arrêtait pas de marmonner des choses dans sa barbe. Des trucs comme « tu as changé, tu n'es plus l'homme dont je suis tombée amoureuse, et maintenant je vois ton vrai visage ». L'ironie était incroyable. Apparemment, ne plus la laisser me marcher sur les pieds, c'était moi qui révélais mon vrai visage. Le moment final, presque décevant. Elle se tenait près de sa voiture bondée, fixant ma maison comme si elle la voyait pour la première fois, comme si elle commençait à peine à réaliser ce qu'elle avait vraiment perdu. Pas seulement un petit ami, mais un train de vie entièrement subventionné. La liberté de traverser sa vingtaine en jouant les adultes pendant que quelqu'un d'autre payait la facture. Disparu. Puis vint une dernière tentative, le sentiment de culpabilité. Sa voix tremblait juste assez pour paraître pitoyable. Je ne peux pas retourner chez mes parents. J'ai presque 30 ans. Tu sais à quel point c'est humiliant? Je n'ai pas bronché,
je l'ai juste regardé et j'ai dit, peut-être la prochaine fois. Ne critique pas la personne qui te loge. Là elle resta là un instant, comme si elle voulait dire autre chose. Puis elle prit ses clés, partit en trombe et partit sans un mot. Je suis rentré et j'ai fait un dernier tour. J'ai vérifié chaque pièce pour m'assurer qu'elle n'avait rien oublié ni pris qui ne lui appartenait pas. La maison m'a semblé différente immédiatement. Plus calme, plus propre, plus paisible, comme si cette énergie pesante qui s'accumulait depuis des mois s'était soudainement dissipée. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami serrurier. Il me devait un service pour un travail que j'avais fait dans son atelier l'année dernière. Il avait fait des travaux d'électricité à prix coûtant. Il est passé vers 22 heures. Il n'a posé aucune question. Il a juste hoché la tête et s'est mis au travail. Il a changé toutes les serrures, même celles du garage. Ça lui a pris environ 1 heure. Quand il m'a donné les nouvelles clés, il a juste dit « J'espère que ça marchera, mec ». J'ai hoché la tête. C'est déjà le cas. Au moment d'aller me coucher, c'était comme si Eliana n'avait jamais vécu là. Plus d'odeur sur les oreillers, plus de produits de toilette dans la salle de bain, plus de vêtements qui débordent de mon placard comme un rayon de déstockage chez Macy's. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être à nouveau chez moi. Et j'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des semaines. Personne ne monopolisait les couvertures. Pas de réveils intempestifs à 9 heures pour le yoga. Elle n'y allait jamais. Pas de taille exagérée quand je me levais tôt pour aller travailler. Juste une paix ininterrompue. Mais une paix comme celle-là, ça ne dure jamais. Parce qu'apparemment, quand on coupe le ticket repas à quelqu'un, il n'accepte pas la nouvelle réalité en silence et ne continue pas sa vie. Il lance une campagne tous azimuts pour tenter de culpabiliser, de manipuler ou de harceler pour retrouver la situation perdue. Dimanche après-midi, mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. SMS après SMS, appel après appel, tout cela du numéro d'Eliana. La progression était prévisible. Ça a commencé par le désespoir, a glissé vers la colère, puis est revenu au désespoir avec une pointe de culpabilité. Des trébuchements en prime. Ces messages étaient un véritable exemple de manipulation. Le premier n'était qu'excuses et promesses. Ses regrets, le fait qu'elle trouverait un emploi demain, qu'elle ne me prendrait plus jamais pour acquis. Des trucs vraiment larmoyants, le genre qui aurait pu faire mouche sur un idiot qui n'aurait pas entendu sa véritable opinion de moi. Comme je n'ai pas répondu à sa tournée d'excuses, elle est passée à la colère. Soudain, je suis devenu immature, sans cœur, je gâchais 2 ans pour un seul commentaire stupide. C'est incroyable comme on passe vite de la demande de pardon à l'attaque sur votre personne une fois qu'on réalise que la culpabilisation ne fonctionne pas. Les meilleures étaient les menaces. Comme je regretterais cette décision. Comme je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux. Comme elle était la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Comme je reviendrais la supplier de me reprendre. Le délire était impressionnant. Venant de quelqu'un qui a passé 3 mois à ne rien faire pendant que je payais tout. Le soir, j'en avais assez de ces messages et j'ai bloqué son numéro. Complètement. La paix restaurée. Problème résolu. Ou alors je pensais. Lundi matin, je me prépare pour le travail lorsque mon téléphone commence à bourdonner avec des notifications d'Instagram, Facebook, même LinkedIn. D'une manière ou d'une autre, Eliana avait passé la nuit à créer de nouveaux comptes et à me envoyer un message à chaque plateforme à laquelle elle pouvait penser. Le dévouement était presque admirable. Même modèle que les textes, la mendicité, la colère, plus la mendicité, les menaces. Elle avait une capture d'écran de vieilles photos de nous ensemble et les avait envoyées avec des légendes sur la façon dont nous étions heureux. Des souvenirs partagés de voyages que nous avions pris ou des choses que nous avions faites, en essayant de me rendre nostalgique pour les bons moments. Ce qu'elle ne semblait pas comprendre, c'est que ces bons moments ont été construits sur un mensonge. Je pensais que je sortais avec quelqu'un qui se souciait de moi et avait vu un avenir ensemble. Il s'est avéré que je finançais les vacances prolongées de quelqu'un pendant qu'elle faisait des achats pour mon remplacement. Je l'ai bloqué sur chaque plateforme à laquelle je pouvais penser. Finalement, il y avait de nouveau la paix, ou du moins je pensais que je l'ai fait. Mardi soir, je reçois un appel d'un numéro que je n'ai pas reconnu. Pensez que cela pourrait être Work la tête depuis que je souchais sur de nouveaux projets commerciaux. J'ai répondu, et la voix à l'autre bout était familière. Gianna. Gianna voulait m'aider, voulait nous aider à résoudre les choses comme les adultes. Apparemment, Eliana était restée avec ses parents et était absolument misérable.
La pauvre petite princesse n'avait pas l'habitude d'avoir des règles et des responsabilités après des mois de conséquences sans conséquences dans ma maison. Selon Gianna, Eliana était vraiment désolée, avait appris sa leçon et voulait juste parler des choses. Elle a essayé tous les angles de manipulation du livre, à quel point Eliana était blessée, comment elle n'avait jamais signifié ce qu'elle a dit, comment les relations nécessitent le pardon et le compromis. Écoutez, je sais que ce qu'elle a dit était mal, a admis Gianno, mais elle pleurait sans arrêt et veut juste une chance d'expliquer. Tu ne peux pas au moins l'entendre? Je laisse Gianna parler pendant quelques minutes avant de signaler certains faits de base. Puis elle m'a frappé avec le classique, les filles disent des choses qu'elles ne signifient pas quand elles sont frustrées. Donc, je devrais simplement ignorer ce que Eliana a vraiment pensé de moi et faire semblant que tout va bien. J'ai dit, mon ton dégoulinait de sarcasme. A bloqué le numéro de Gianna et pensait que ce serait la fin. J'avais tort. Jeudi après-midi, je suis sur un chantier de travail recablé à un immeuble de bureau lorsque mon téléphone sonne. Numéro inconnu à nouveau. Cette fois, c'est le père d'Eliana. Je n'ai jamais aimé le gars. Toujours agi comme si sa fille le faisait en train de le faire en sortant avec un commerçant au lieu d'un employé de bureau instruit de l'université. Il a d'abord essayé l'approche d'homme à homme. Regardez, Mason, vous êtes immature. Vous devriez résoudre vos problèmes au lieu de vous enfuir. Il a dit comme si vous étiez celui qui a créé cette situation simplement en ayant des normes et un respect de soi. Lorsque l'approche raisonnable n'a pas fonctionné, il a sorti l'artillerie lourde. À quel point Eliana est dévastée. Il a dit, elle a appris de ses erreurs. Vous êtes déraisonnable et vindicatif. Même script que tout le monde avait utilisé. J'ai expliqué la situation de mon point de vue. 3 mois de soutien à quelqu'un qui m'a considéré comme temporaire, entendu sa stratégie de sortie à la fête que j'avais organisée. Il ne voulait rien entendre de tout cela. J'ai juste continué à insister sur le fait que je réagissais de manière excessive à un commentaire. Ensuite, la maman d'Eliana est montée au téléphone. Mode de manipulation émotionnelle complète. Ma petite fille pleure pour dormir tous les soirs, a-t-elle déclaré. Comment pouvez-vous être si sans cœur? Vous ne vous souciez-vous pas des sentiments d'Eliana? Tu ne peux pas trouver dans ton cœur de lui pardonner. J'ai souligné que leur fille vivait rentrée chez moi depuis des mois tout en prévoyant de me jeter pour quelqu'un de mieux. Peut-être devraient-ils se demander pourquoi ils ont élevé quelqu'un qui pense que l'utilisation de gens est un comportement acceptable. C'est à ce moment que la conversation a pris un tour. Soudain, j'étais moi qui étais dramatique et vindicatif d'avoir des frontières. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi je ne pardonnerais pas et oublierais comme un bon petit paillasson. Ils ont commencé à se défendre sur leur précieuse fille, la peignant comme la vraie victime ici. La dernière paille a été lorsque son père m'a accusé de détruire la vie d'une jeune femme sur mon fragile ego masculin. Par exemple, j'étais censé remercier Eliana pour le privilège d'être son fournisseur temporaire pendant qu'elle cherchait une mise à niveau. Je leur ai dit à la fois ce que je pensais de leur parentalité et du caractère de leur fille, puis j'ai raccroché et bloqué immédiatement leurs 2 chiffres. S'ils voulaient permettre la mentalité de victime de leur fille de 28 ans, ils pourraient le faire sans m'impliquer. Les prochaines semaines étaient parfaitement silencieuses. Plus d'appels, plus de messages, plus de tentatives d'intervention de la famille et des amis. Eliana avait apparemment épuisé la volonté de son réseau de soutien de combattre ses batailles pour elle. La vie a commencé à revenir à la normale assez rapidement. La maison est restée propre et j'ai passé mes soirées et mes week-ends. J'ai commencé à ramasser des passe-temps que j'ai négligés. J'ai passé du temps avec des amis que je n'avais pas vus beaucoup pendant que je jouais à la maison avec la princesse et l'Eliana. La meilleure partie était l'énergie mentale que j'ai récupérée. Je n'étais pas constamment stressé de rentrer à la maison dans le chaos. Ne marchez pas sur des coquilles d'œufs autour des balançoires d'humeur de quelqu'un. Je ne travaillais pas les heures supplémentaires pour soutenir quelqu'un qui ne l'a pas apprécié. Juste paisible, dramaré. Environ un mois plus tard, j'ai entendu par le biais de connaissances mutuelles qu'Eliana était retournée avec ses parents en permanence et prenait toujours le temps de comprendre les choses. Apparemment, elle n'a pas récupéré son travail après tout parce que sa pause était beaucoup trop longue. Certaines personnes n'apprennent jamais. Ses parents couvraient apparemment ses dépenses maintenant, alors elle vient de transférer son opération de freeloading dans un nouvel emplacement. A recommencé à sortir ensemble après quelques mois. Rien de grave au début, juste revenir là-bas et se souvenir de ce que c'était que d'être avec quelqu'un qui a réellement apprécié mon entreprise. La différence était incroyable. Des femmes qui m'ont remercié pour les dates de planification, qui ont proposé de diviser des chèques,
qui avaient leur propre carrière et leurs intérêts. Cela m'a fait réaliser à quel point je m'établissais. Avec le recul, je suis reconnaissant pour cette conversation d'anniversaire. Si je n'avais pas entendu les vrais sentiments d'Eliana, j'aurais peut-être perdu des années avec. Quelqu'un qui m'a vu comme un tremplin vers quelque chose de mieux. Au lieu de cela, j'ai récupéré ma vie et j'ai appris à m'apprécier suffisamment pour ne pas accepter d'être le plan de quelqu'un b. Parfois, la poubelle se retire. Il vous suffit d'être assez intelligent pour le laisser sur le trottoir.